Salut tout le monde, bienvenue dans 50% Matos, saison 2, épisode 6, podcast dédié au monde de la photo et de la vidéo. Comment ça va Douglas ? Ça va super, toi aussi j'espère, après ce montien d'air dont on va parler. Bah écoute, on va en parler de montien d'air effectivement, mais c'est une période intense, ouais. Avec le Black Friday, je pense que toi t'es servi aussi. Oula, on s'ennuie pas effectivement. Au sommaire aujourd'hui, 4 objectifs Sigma pour Canon RF, Fujifilm lance une caméra cinéma, la photo qui a marqué ces 2 dernières semaines, et ensuite on va faire un focus sur Sony qui vient de lancer son appareil le plus haut de gamme, le A1 Mark II. On parlera de leurs résultats. On verra ensuite, de manière générale, les flagships de Canon, de Nikon, de Fuji, de Sony, avec une anecdote autour de l'O-Pro qui est intéressant. On verra aujourd'hui que les constructeurs échangent parfois la qualité d'image contre autre chose. Et on va se poser ensuite sur un petit débat concernant le Sony A1 Mark II. Est-ce que Sony finalement est piégé par la manière dont est segmentée sa gamme ? On parlera aussi de Benro, qui a très mauvaise presse là depuis 2 semaines suite à un lancement raté. Vos messages sur le répondeur, vos commentaires. Vous pouvez retrouver ce podcast en format audio sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Vous avez à votre disposition un répondeur sur lequel vous pouvez nous laisser des messages et on vous répond. Le lien est dans la description. Et donc, en fin de semaine, j'ai eu la chance d'assister au festival de Montier-en-Der. J'aime pas les salons photo, franchement. Déjà parce que c'est des lieux où il y a beaucoup de monde et moi j'aime pas trop la foule, j'aime beaucoup vivre tranquillement à la campagne, loin de tout ça. Donc me retrouver dans un lieu où il va y avoir 40 000 personnes et où je peux être beaucoup plus reconnu clairement que dans la rue, dans ma campagne, c'est pas toujours, pour moi c'est parfois un peu difficile à gérer, très clairement. Et au salon de la photo de Paris, j'y vais chaque année maintenant. C'est pas toujours, c'est le lieu le plus passionnant et c'est une ambiance un peu oppressante. Il y a énormément de bruit, on est collé dans les allées. C'est très dense, Ouais, c'est très dense, c'est très tourné sur le matos. Le matos, de toute façon, j'ai pas besoin d'aller au salon pour le voir, donc c'est clairement pas pour ça que j'y vais là-bas. Mais à chaque fois, il y a des raisons d'y aller puisque les gens, les marques vous convient à des réunions. Cette année, c'était Fujifilm qui voulait nous présenter le XM5. Voilà. Donc on y va, ça fait partie du jeu. Cette année, c'est Sony qui m'a convié au festival de Montier-en-Der à l'occasion de l'annonce du Alpha One Mark II. Donc un workshop avec un photographe animalier sur place pour le tester en conditions réelles. Et j'ai pris une claque. C'est-à-dire que le festival de Montier-en-Der, alors moi c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'avais l'image d'un petit festival dans son coin, réservé à une niche de photographes animaliers. Et en fait, il faut comprendre qu'en termes de chiffres, ils font 44 000, alors j'ai pas les chiffres de 2024, mais en 2023, c'est 44 000 visiteurs. Ça veut dire qu'ils ont 5 000 visiteurs de plus que le salon de la photo à Paris. Une fois qu'on a bien intégré ça, c'est plus gros que le salon de la photo à Paris. Et sur place, mais c'est pas du tout la même ambiance. Je vous parlais que moi, j'habite à la campagne près de Perpignan. Là, c'est pareil, on arrive dans un patelin je crois qu'il est à 2000 habitants à l'année. Et le festival, c'est 400 bénévoles qui donnent de leur temps, qui organisent ça, qui participent à faire en sorte de bien gérer la foule. Ces 400 bénévoles-là, moi, ce qui m'a marqué, c'est que au salon de la photo à Paris, ce qui m'a marqué, c'est à quel point le service de sécurité était désagréable. Je veux dire, mais même avec les exposants, très désagréable. Une ambiance parisienne que moi, personnellement, j'apprécie pas. Là, c'est incroyable. 400 bénévoles, et les mecs, ils travaillent dans le froid, il faisait -3, il y avait de la neige, ils sont dehors. Mais ils attendent, mais c'est la bonne humeur incarnée. Tout le monde est content d'être là. Et la manière dont c'est fait que on n'est pas les uns sur les autres. On est répartis sur un territoire à peu près 2-3 villages, dans des lieux très jolis. Donc typiquement, ça peut être dans l'église, ça peut être dans un jardin, ça peut être au milieu de la ville. Il y a des chapiteaux entiers qui sont faits pour exposer des images et on prend des claques en fait. On prend claque sur claque parce que les photos qui sont exposées, elles sont réellement inspirantes en fait. Ça donne envie d'aller se dépasser, d'aller sous l'eau, d'aller dans les airs, d'aller faire ces points de vue finalement qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je dois dire que sur place, plus que le matériel photo, c'est la photo finalement qui est au centre de l'attention. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui manque au salon de la photo. C'est-à-dire que quand tu regardes le salon de la photo, c'est très très orienté matos. Il y a un petit coin d'exposition. Là, tu as l'impression que l'organisation elle est faite à l'envers. C'est avant tout des expos, il y a des photographes qui de partout dans le monde. Le salon, il est je vais peut-être pas dire connu mondialement, mais à l'échelle européenne, il est très très réputé. Il y a des gens qui font une très très longue route pour venir découvrir ce salon-là. Alors ouais, et en fait, même la partie matos, moi j'ai trouvé plus intéressante qu'au salon de la photo parce que là pour le coup,
Il y a un village des marques qui est un peu à l'écart de Montier-en-Der, hein, qui est dans une ville, je crois, qui s'appelle Guy-Faumont, si je dis pas de bêtises. Et en fait, dans ce village des marques-là, vous avez la possibilité d'aller... Le prêt, c'est la norme à Montier. C'est-à-dire que vous pouvez aller chez n'importe quel constructeur et lui dire « Je veux êtel boîtier avec tel objectif », vous allez les avoir en 5 minutes. Et l'avantage, c'est que quand vous sortez de ce gymnase-là, bah vous êtes sur le lac du Der, qui est, je crois, le plus grand lac d'Europe, je crois, dans lequel il y a beaucoup de grues cendrées. Et en fait, vous avez comme une passerelle. Et au bout de la passerelle, vous avez une église et vous avez énormément d'animaux à votre disposition. Et moi, alors, évidemment, on pense tout de suite à l'animalier, mais vous pouvez aller chercher n'importe quel boîtier. J'ai rencontré beaucoup de gens qui disent « Moi, je viens de prendre un Sony A9 III, puis après, je les ai re-rencontrés. Ils venaient de prendre un Canon R5 Mark II, puis après, ils venaient de prendre un OM System. C'est des prêts qui font 1 à 2 heures. Vous donnez votre carte d'identité et vous repartez avec le matériel. Vous n'avez pas besoin de prendre la voiture, donc vous avez un lieu qui est juste à côté qui vous permet de tester le matos. Mais j'ai rencontré aussi des gens avec des GFX qui étaient en train de faire du paysage. Je t'ai fait un vocal à ce moment-là, mais avec des gens qui étaient en train de faire du paysage, en fait. Donc, en fait, quel que soit le matos que vous voulez tester, il n'y a pas que de l'animalier. Vous pouvez tester n'importe quel matos, n'importe quelle pratique. J'ai vu des gens faire de la macro, puisque j'ai eu de la chance d'être là-bas pendant qu'il y a eu une tempête de neige. Le paysage a changé drastiquement, c'était un peu épique. Mais c'est cool, en fait. Au salon de la photo, déjà, tout le monde fait pas du prêt. Je pense que Canon, je suis pas sûr que Canon, par exemple, fasse du prêt, ou Sony fasse du prêt au salon de la photo. Nikon, oui. Mais là, vraiment, tout le monde fait du prêt. Et c'est très facile. Vous n'avez pas une bousculade. Il n'y a pas d'une allée très, très dense. Et vous pouvez tester directement en sortant. Alors qu'au salon de la photo, franchement, si vous sortez, il n'y a rien. À part faire une photo d'un panneau publicitaire, il n'y a absolument rien. Là, vous êtes dans un lieu qui est magnifique. Donc, franchement, belle découverte. Moi, j'avais vraiment peur parce que je me disais quand même 44 000 visiteurs, faut les gérer. Hein. Est-ce que je vais arriver à me garer ? Est-ce que ça va pas être trop compliqué d'aller d'un point A à un point B ? Quand vous regardez le plan, vous vous rendez compte quand même que c'est des lieux qui sont assez éparpillés dans la ville, en fait. Donc, il y a l'église, il y a le haras qui est là, et le village des Marques, il est à Guy-Faumont-Champaubert qui est ici. Donc, c'est un village qui est à 1 quart d'heure de Montier-en-Der. Posez un peu la question, comment je vais arriver à naviguer là-dedans, et franchement, c'est hyper fluide. Tout est extrêmement bien organisé, on se gare sans problème, on accède au lieu sans problème. On les sent même pas, en fait, les 44 000 visiteurs. Au salon de la photo, j'ai l'impression qu'on est le double, j'ai l'impression qu'on est 90 000 tellement c'est dense. Là, franchement, ils m'auraient pas dit qu'on était 44 000, je savais pas. Donc, et puis le côté bénévole aussi, un peu, d'un œil extérieur, moi, j'y vois un peu ce côté un peu familial, en fait, parce qu'on parle d'une petite d'une commune c'est pas Paris, bien évidemment. Donc forcément, tous les gens qui sont impliqués là-dedans, ils y sont peut-être depuis plusieurs années, voire peut-être même plusieurs dizaines d'années. Tout le monde est impliqué, tout le monde est souriant, je pense. Et c'est ça aussi qui crée ce petit truc différent et peut-être plus personnel qu'on retrouve peut-être moins au salon de la photo, du fait que ce soit à Paris, que ce soit dans un environnement. C'est un peu plus l'organisation d'un salon comme il en existe plein. Là, tu sens vraiment qu'il y a la passion de la nature, de la pratique photo animalière, naturaliste, etc. Bon voilà, il a clôturé il y a 2 jours, donc évidemment c'est fini pour cette année. Mais peut-être que ça vaut le coup, franchement, de s'organiser pour l'année prochaine parce que c'est un bel événement. Si vous aimez la photo, que ça soit animalière ou pas d'ailleurs, hein, franchement, super. Même pour aller tester du matos, c'est le lieu le plus qualitatif que j'ai vu qui existe en France. Donc, bravo aux bénévoles, bravo à tous ceux qui sont liés à cette organisation-là. Vous avez fait un truc qui est assez sensationnel. Allez, puis on commence par Sigma. Donc Sigma qui ajoute, même si on le savait déjà, 4 objectifs Canon RF APS-C, alors en ligne contemporary. Donc on retrouve les 4 optiques bien connues déjà chez Sony et Fuji. Le 16-1.4, le 23-1.4, le 30-1.4 et le 56-1.4 en DCDN contemporary. Voilà, 3 petites focales fixes légères qui ont déjà fait leurs preuves qualitatives, réactives au niveau de l'autofocus, lumineuses à 1.4. Et puis voilà, ça donne un nouveau champ des possibles en fait pour les possesseurs de boîtiers Canon R en APS-C qui jusqu'à présent était limité uniquement aux optiques Canon. Là voilà, on a 4 optiques fixes, du 1.4 d'ouverture à des prix hyper accessibles parce que on tourne aux alentours des 400 € pour ces optiques-là. C'est des optiques très compactes et légères. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. On le savait, là on a juste ils avaient déjà annoncé le développement de cette gamme-là. On n'avait pas la date précise de commercialisation. Je crois qu'on parle de début décembre. Donc, c'est pour très vite. Ouais, en équivalent, donc on est à 25 mm sur le 16 mm. Donc, en fait, on a un 25, un 37 mm,
un 48 mm et un 89 mm. Donc, il y a vraiment toutes les focales traditionnelles en 1.4. Moi, je trouve que c'est en train de transformer jusqu'à maintenant, moi, la gamme APS-C qu'a Canon, qui est pour moi un boîtier B quand on a du plein format, pour profiter du facteur de crop, à une vraie offre alternative, par exemple à du Fuji, sur lequel on va commencer à avoir une belle gamme avec des zooms, des focales fixes, des ultra grands angles. Évidemment, il y a encore des trous, il y a encore beaucoup de trous. J'attends qu'un 100-400 arrive aussi en monture Canon, par exemple. Clairement, ça va commencer à être très, très intéressant. Mais là, je suis curieux parce que finalement, ils sont allés tellement vite à débarquer, je crois qu'avec 6 ou 7 objectifs là disponibles en quelques mois en monture RF, que on se pose la question de est-ce qu'il va y avoir quelque chose en 2025 ou est-ce qu'en 2025, ça va être le trou intersidéral, un peu comme on a vu chez Nikon, où on avait l'impression que ça allait se déployer et où finalement, il n'y a rien qui s'est déployé et à un moment donné, il se passe plus rien. Donc, très, très hâte de voir 2025 si Sigma va continuer à ce rythme-là ou si ça va s'arrêter, quoi. Ah, moi, j'aimerais bien voir un complément au 18-50 en 2.8. Ils ont le 10-18 en grand angle, ils ont le 18-50. Il faudrait qu'ils fassent un 50, 140, 50, 150 en 2.8, léger, compact. À fond. Ouais, de fou. Fujifilm a étonné son monde, puisqu'ils ont annoncé la sortie d'un boîtier qu'ils ont appelé le Fujifilm GFX Eterna. Alors, c'est une annonce de développement. C'est pas un boîtier qui sort tout de suite. Concrètement, donc GFX, moyen format. Ils ont repris le capteur de la GFX 102, donc qui est un capteur, alors pas full frame, comme c'est marqué là, qui est un capteur moyen format de 102 mégapixels. C'est un capteur qui fait de la 8K, qui est connu pour son f-log2 et donc une excellente dynamique de 14 diaph. Donc pas de problème. Ils ont mis ce capteur-là, donc bien connu, à l'intérieur d'un boîtier plutôt cinéma, donc sur lequel on retrouve 2 écrans de contrôle, un de chaque côté. Ça veut dire que on pense tout de suite à une équipe de tournage, un assistant qui fait des réglages, un opérateur principal de l'autre côté qui lui aussi fait des réglages en même temps. Donc une ergonomie ciné. Évidemment, en termes de connectique, on retrouve le HDMI, le SDI, le Genlock, le Ethernet, le LEMO 2. C'est alimenté par des batteries Velox. Donc jusqu'à maintenant, c'est tout l'écosystème finalement de tournage professionnel. On ne connaît pas le prix, ça sortira en 2025. Mais c'est un changement un peu de stratégie. On voit Nikon qui va chercher un relais de croissance en rachetant RED et en essayant d'aller dans ce domaine-là. On a l'impression que Fujifilm est en train de faire la même analyse en se disant mais il y a quand même des parts de marché, il y a beaucoup de business à faire en vidéo. Nous aussi, on va aller dans ce domaine-là. On peut quand même s'étonner que ce capteur malgré tout du GFX 102, c'est un bon capteur, il est capable de faire de l'Apple ProRes 422 HQ, il est capable de faire des choses très bien, mais un capteur de 102 millions de pixels, c'est pas un capteur pour faire de la vidéo. Dans le sens où quand vous avez 102 millions de pixels, vous avez des problèmes de rolling shutter absolument énormes. Vous allez faire chauffer votre processeur, vous n'allez pas pouvoir faire la même chose qu'un capteur qui a 12 millions de pixels Super 35 qui va être dédié à faire de la vidéo. Donc là, c'est un capteur qui est fait avant tout à la base pour faire de la photo, qui décide de mettre dans un boîtier cinéma, à voir quand même si ça trouve réellement son marché, et si pour une équipe de tournage, dès que vous allez faire un peu de panning ou un peu de mouvement, vous allez avoir tout qui va se distordre à cause du rolling shutter. Ça pose quand même des questions, mais peut-être que c'est un galon d'essai pour Fujifilm pour savoir est-ce que finalement ça vaut le coup d'investir dans ce domaine-là. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses toi, Douglas ? Ouais, je suis complètement d'accord sur le fait qu'ils cherchent effectivement un relais de croissance et aller chercher les vidéastes professionnels. Forcément, l'effet d'annonce de se dire une caméra moyen format en vidéo, on imagine tout de suite ce qu'on peut faire. Après, effectivement, moi, je reste un peu dans l'attente de voir ce que ça va donner parce que utiliser ce capteur à 102 millions de pixels avec les problématiques de rolling shutter que tu as évoqué et même aussi du coup des performances en haute sensibilité parce que qui dit beaucoup de pixels dit photosite effectivement qui va être plus petit, donc voir également les performances en faible lumière. Mais par contre sur la partie là où ça me hype entre guillemets un petit peu, c'est la colorimétrie parce qu'on connaît la force de Fujifilm sur la science des couleurs. Je pense qu'ils ont peut-être effectivement une carte à jouer là-dessus. Et puis on le voit sur le Fuji est quand même directement ou indirectement dans le milieu du cinéma avec des optiques ciné, les Fujinon là qu'on voit là sur la photo en 32-90 qui est déjà présent. Donc écoute, à suivre, mais en tout cas, l'effet d'annonce est intéressant, toi. Alors là, ce 32-90, en l'occurrence, il vient d'être annoncé. C'est une nouvelle optique sur laquelle ils ont dit qu'ils travaillaient. C'est un zoom motorisé
qui va être disponible aussi bien en monture PL qu'en monture G. Okay. Mais Fuji, bon, j'ai dit qu'ils débutaient en vidéo. La plupart des caméras, là, quand on va dans des concerts ou dans des machins, c'est des Fuji. Hein. Donc, ils sont déjà implantés dans le domaine de la télé. Du cinéma et de la télé, ouais. Là, c'est peut-être faire le pont entre finalement des caméras énormes professionnelles et des caméras qui restent à un prix et à un encombrement qui sont raisonnables. Voilà, c'est à peu près tout en termes d'actu matos. Je pense qu'on arrive à une période de l'année. Bon, il y a eu le Sony A1 Mark II, hein, on va en parler dans 2 minutes. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur ça, donc on ne revient pas longuement dans le podcast sur cette annonce-là, mais je pense qu'on arrive à une période de l'année où les annonces de l'année ont été faites et où probablement maintenant c'est du 2025. Je pense que les constructeurs, ils ont plus intérêt, c'est le Black Friday, ils ont plus intérêt à communiquer au mois de décembre sur des nouveaux produits. Je pense que voilà, ça se calme et c'est pour ça qu'on a moins d'actu. Moi, j'avais envie de vous partager une photo. C'est cette photo-là qui a été prise pendant le match entre la France et les All Blacks en rugby. Et on a une scénographie dans le Stade de France avec ce bleu, blanc, rouge. On a l'équipe de France en dos. On voit très, très bien éclairé les All Blacks au centre. C'est une photo qui a beaucoup tourné sur les réseaux parce que la manière dont elle est faite, en fait, rend hommage à ce qui se passe. On sent tout. Enfin, c'est trop beau. Trop, trop beau. J'avais envie de vous la partager. Oui, bien, on va parler de Sony. Alors, pas pour une actu produit, mais plus sur la partie activité. Sony Alpha Rumor nous annonce, Sony fait un communiqué de ses résultats du dernier trimestre et annonce des ventes stables au dernier trimestre. Et par contre, alors, je ne saurais pas comment vraiment l'interpréter, Sony annonce qu'elle passe à un plan de production et d'inventaire, donc de stockage, un petit peu plus prudent. En gros, l'article nous dit que l'activité d'imagerie qui a connu une croissance significative par rapport à l'année précédente au premier trimestre clôt le 30 juin 2024, principalement en Chine. Donc on en revient sur ce qu'on disait dans d'autres épisodes. On sent quand même qu'en Chine, il y a un gros boom sur la partie photo, que le marché continue à grossir, est resté essentiellement stable par rapport à l'année précédente au cours du trimestre en cours. En conséquence, nous avons intégré dans nos prévisions un changement proactif vers un plan de production et de stockage plus prudent en prévision de la saison des ventes de fin d'année. Donc, comme le dit l'article, et pareil, le rapport des résultats, on l'a regardé en détail, il n'est pas facile à analyser, mais on peut peut-être en conclure, déjà sur la partie produit, Sony cette année, il n'y a pas eu énormément de sorties. On a eu, hormis là, la semaine dernière avec l'A1 Mark II et le 2870, ça a été une année plutôt calme. Et je pense que 2025 va être vraiment une année forte pour Sony en termes d'actualité produit. Et voilà, par rapport à cette année-là, la seule chose dont on peut peut-être tirer de cet article, c'est qu'ils sont peut-être un petit peu plus prudents sur la production pour éviter d'avoir des stocks monstrueux en fin d'année et devoir faire des plans promotionnels énormes pour les liquider. Ouais, on vient de se prendre la tête. Avec le rapport, là, on a essayé de rentrer dans le détail avec Douglas. C'est pas facile à lire ces trucs-là, d'autant plus que chez Sony, la division qui fait les capteurs mobiles, les smartphones et qui fait les appareils photo, finalement c'est la même division, ils donnent les résultats en gros et on n'a pas vraiment le détail de quelle est la part de l'un, quelle est la part de l'autre. Donc très difficile à analyser. On va passer à un article du coup plus intéressant. Les fabricants, c'est Petapixel qui a fait ça et c'est vraiment un article que je trouve sympa. Les fabricants d'appareils photo ne vendent pas beaucoup de produits phares. Les produits phares, c'est ce qu'on appelle les flagships en anglais. Donc c'est le plus haut de gamme des constructeurs. Mais pourtant, ces produits phares, ils vendent tout le reste. Et en fait, ça part à la base d'une conversation qu'il y a eu chez Petapixel qui dit « Attirer et soutenir les photographes professionnels devrait être la priorité des constructeurs ». Et cette affirmation-là, c'est un peu bizarre à entendre. Attirer et soutenir les photographes professionnels devrait être la priorité, alors que finalement, ils sont minoritaires. C'est une petite niche. Et finalement, la pensée de base, ça pourrait être de dire « non ». J'aurais pensé qu'attirer et soutenir les photographes amateurs représentait un segment de marché bien plus large que celui des professionnels. Et du coup, plutôt se concentrer sur le milieu de gamme et pourquoi pas abandonner la partie professionnelle qui doit coûter très très cher à développer et qui se vend pas beaucoup. Et en l'occurrence, Petapixel, qui est là depuis très très longtemps, reparle d'une anecdote en fait liée à l'histoire de l'Opro. L'Opro, alors je sais jamais si c'est l'Opro ou l'Owe Pro. Comment ça se dit ça ? J'ai pas la bonne prononciation. Ça peut être l'Opro, l'Owe Pro, Love Pro. Je sais pas, il y en a plein. Ouais, je sais jamais comment le prononcer. Chacun sa sauce. Mais l'exemple est très bon. Je suis désolé. Je vais l'appeler l'Opro.
Et en fait, Lopro, moi, c'est vrai qu'il y a 10 ans, tous les sacs que j'utilisais venaient de cette marque-là. C'était tous les sacs que je trouvais partout. Et le fait est qu'il y a eu un engouement qui a baissé. Et moi, je ne savais pas pourquoi. Et en fait, il y a quelques années, Lopro est en compétition donc avec Think Tank pour devenir la plus grande marque de matériel de transport pour la photographie. On le sait tous, hein, ils fabriquent des super sacs et on les voyait porter ces sacs-là par des photographes qui sont reconnus de manière internationale, des professionnels. Un jour, il y a un nouveau PDG qui est arrivé chez Lopro et il a décidé que la relation avec les pros, tout ce qui est programme ambassadeur, c'était un gaspillage d'argent. Et il a décidé de mettre fin finalement à ce programme-là. Un programme, on le voit bien, hein, aujourd'hui, tout ce qu'on appelle l'influence, quand on équipe finalement des photographes professionnels, c'est un budget. Il faut fournir des sacs. Généralement, c'est pas juste fournir un sac, c'est aussi un budget à l'année pour payer ce photographe-là, pour qu'il représente la marque. Et donc, du jour au lendemain, Lopro s'est mis plus du tout à travailler avec les pros. Ils ont changé d'avis. Et ils ont changé de stratégie aussi, c'est-à-dire qu'ils ont fait un deal avec Best Buy, qui est en gros le Carrefour à l'américaine, hein, Carrefour, Auchan, Leclerc, et ils se sont dit, on va vendre nos sacs maintenant, au lieu de les vendre chez des spécialistes qui font du petit volume, on va les vendre chez Best Buy, et on va faire en sorte de vendre des volumes énormes en termes de consommation à du public beaucoup plus large. Et ils se sont concentrés sur les photographes amateurs à ce moment-là. Et en 2 ans, la part de marché de Lopro s'est effondrée. L'entreprise a dû connaître plusieurs vagues de licenciements. Et en fait, ils se sont aperçus que certes, ils vendaient beaucoup plus de volumes avec Best Buy, sauf que ces volumes-là, c'était avec des marges horribles. Et en fait, ils gagnaient pas d'argent à vendre des sacs. Ça leur a même coûté de l'argent. Et en plus de ça, ils ont perdu en réputation. Parce que finalement, les amateurs qui regardent ces photographes professionnels, qui les fait rêver et qui s'inspirent en fonction de comment le photographe professionnel est équipé, acheter un matériel équivalent. Mais en fait, l'amateur s'est détourné de la marque Lopro, qui est devenue une marque beaucoup plus bas de gamme en définitive en termes d'image dans le monde de la photographie. Et la conclusion à tirer de cette histoire-là, c'est que diriger l'intégralité de votre marketing photo vers les amateurs vous fait passer pour une entreprise peu sérieuse. Ça fait passer pour une entreprise plus bas de gamme en fait. Et ça peut même vous faire paraître radin. Et en fait, non seulement le placement chez Best Buy a coûté de l'argent à Lopro en termes de marge, mais en plus, ça lui a coûté une très mauvaise image auprès du grand public. Et du coup, Lopro a carrément dû retirer tous ses gammes dans les gammes professionnelles pour garder que les gammes amateurs. Et suite à un plan de restructuration de licenciement, ils ont décidé de revenir à la stratégie inverse. Ils ont essayé de relancer le programme professionnel, de retravailler à nouveau avec des photographes. Mais en fait, c'était trop tard parce que d'autres marques avaient maintenant collaboré avec ces photographes, ils avaient des contrats ailleurs, et finalement, ils ne sont pas réarrivés à remettre en place tout ça. Ça me fait penser à énormément d'autres choses. Hein. Moi, je suis un fan de Formule 1. Ah, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ça. C'est l'exemple parfait. Oui. Les marques, elles sont en Formule 1, pas parce que c'est rentable de faire de la Formule 1, parce que ça vend leur voiture moyen de gamme, en fait. Quand moi, j'ai un Renault Espace. Quand j'ai acheté mon Renault Espace, je l'ai pris en finition Esprit Alpine. Ça vend le moyen de gamme en définitive. Ouais, c'est la description du flagship. En gros, c'est un peu le produit qui représente tout ce que tu es capable, enfin tout ce que la marque est capable de faire, toute l'évolution, l'innovation technologique, toute la puissance en fait que la marque est capable de mettre en R&D dans un produit flagship. Et du coup, ça va découler sur le reste, parce qu'à un moment donné, en tant que, je reprends l'exemple de Love Pro, effectivement, si les produits, aujourd'hui, les photographes amateurs ou semi-professionnels, quand ils ont envie d'acheter un sac, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder les sacs que les professionnels, les photoreporters qui baroudent de partout utilisent, en se disant tiens, si ces gens-là utilisent ces produits et dont c'est leur outil de travail et qui baroudent de partout dans le monde, c'est que forcément c'est solide. Donc j'ai envie de l'acheter, même si moi je suis pas un professionnel. Le fait d'aller au contraire, le mettre sur des marchés un petit peu plus universels, accessibles à tout le monde, non seulement, comme on l'a vu, ils ont baissé leur marge, mais surtout, le plus grave dans tout ça, c'est qu'ils ont perdu considérablement
en crédibilité et en notoriété de marque. Et si je dis pas de bêtises, je crois que les ingénieurs, enfin les gens qui conçoivent les produits chez Think Tank, à l'origine, sont des gens de chez Lowepro qui sont partis et qui ont créé Think Tank. J'avais entendu ça. Ouais, en fait, si on regarde ce que font Canon et Nikon, ça fait 3 ans que Canon nous dit on a mis la puce et l'autofocus du R3 dans le R7, dans le R10, dans le R8, dans le R6 Mark II. Tous les produits qui sortent, ils sont en train de mentionner le flagship. Et Nikon fait la même chose. Là, ils viennent de lancer le Z52. Ils nous expliquent que pour moins de 1 000 euros, ils ont mis la même puce et les mêmes algorithmes que le Z9. Que le Z8, ouais. Et d'ailleurs, ça donne même un peu une idée de la suite, parce que on en a déjà parlé. Mais quand on sort un flagship, on annonce toutes les technologies, et donc à l'instant T, qui sont les plus performantes et que la marque est capable de mettre dans ce boîtier très haut de gamme. Mais du coup, on sait que après, ça va en découler. C'est-à-dire que la technologie qui est aujourd'hui dans le flagship, on sait qu'un an après, elle va se retrouver sur le produit de la gamme inférieure, et puis encore peut-être un an après dans la gamme encore en dessous. Et donc, si on a un AF aujourd'hui surpuissant sur le flagship Canon Nikon, on peut penser que dans 1 an et demi, 2 ans, on va le retrouver sur des produits plus abordables. Donc, quand Nikon ou Canon ou Sony annoncent ce flagship-là, il y a effectivement l'effet d'annonce est technologique, mais aussi dans la tête des gens qui vont consommer peut-être moins professionnels, se dire, OK, bah, je sais que dans les années à venir, je vais retrouver ça sur les produits Canon, Nikon, Sony. Donc voilà, les pros, c'est pas ceux qui achètent le plus de matériel dans l'ensemble, hein, mais c'est ceux que le photographe moyen, entre guillemets, admire. C'est-à-dire que c'est grâce à eux que bah, vous allez voir votre matériel dans les mains au bord d'un terrain de basket, de football, de tous les événements, aux Jeux Olympiques. C'est pour ça que les marques, elles investissent autant finalement, hein. Et si votre matériel, il n'est pas entre les mains de ces gens-là qui sont admirés par le grand public, bah, votre matériel, il perd réellement en aura. Et c'est pour ça que Sony, depuis 2 ans, a commencé à nouer des relations avec les photographes professionnels, les agences de presse, hein. Ils équipent tout American Press AP aux États-Unis. C'est grâce à ça d'ailleurs que bah, ils ont pu faire les photos de Donald Trump pendant la campagne aux Américaines. C'est grâce à ce partenariat qu'on a parlé aussi beaucoup de Sony. Et donc, bah, c'est une stratégie qui est risqué quand même d'abandonner. Donc voilà, le flagship, oui, parfois il peut paraître décevant, mais le flagship, il est finalement très très important pour vendre tout le reste. Je trouve que l'article, il est très très bien fait. Et puis on peut aussi parler 2 secondes de la raison pour laquelle Canon fait des objectifs et des téléobjectifs blancs. Alors il y a des raisons techniques du fait que bah effectivement le blanc ne va pas forcément chauffer, etc. Mais je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a aussi une dimension marketing là-dessus, parce que quand tu te retrouves au JO ou sur n'importe quel événement sportif mondial, bah quand tu vois des téléobjectifs blancs, quand toi demain amateur ou amateur averti, tu vas aller t'acheter ton 70-200, bah quand tu vas voir le 70-200 Canon blanc, ça, tu ne peux pas t'empêcher de penser à chaque image que tu as pu voir des photographes pros qui ont ce téléobjectif blanc. Donc il y a quand même aussi la dimension marketing dedans. Bien sûr. Et il y a un second article que j'ai décidé de relier qui s'appelle « Les fabricants d'appareils photo sont de plus en plus disposés à échanger de la qualité d'image contre d'autres avantages ». Et en fait, c'est vrai qu'on vient de le voir, Sony en 2024 a sorti le Sony A9 III, Canon, le Canon R5 Mark II et le Nikon, le Z6 III, et ils ont un point commun, ces 3 boîtiers, c'est que la qualité d'image est en baisse. Pas en baisse de manière drastique, ils font pas des mauvaises images, mais clairement, si on regarde aujourd'hui la qualité d'image par rapport à des boîtiers d'il y a 4 ou 5 ans, on n'est plus en train de progresser, on est même en train de diminuer légèrement. Et en fait, on s'aperçoit sur le marché qu'aujourd'hui, quand un constructeur arrive avec un nouveau boîtier, il n'y a plus aucun constructeur quasiment qui nous parle de qualité d'image, qui nous parle de montée en ISO, et même quasiment de dynamique. On sent qu'aujourd'hui, pour vendre un boîtier, ils se concentrent surtout sur les performances en vidéo. Ils se concentrent aussi sur l'autofocus. Mais vidéo, autofocus, c'est ça qui fait vendre les boîtiers, c'est ça aujourd'hui dans lesquels ils innovent. Par contre, sur la qualité d'image, visiblement, les constructeurs ont probablement senti qu'on était arrivé à quelque chose de suffisant qui correspond à peu près tous les usages. Est-ce que c'est la technologie qui les limite ou est-ce qu'ils estiment que c'est pas la voie qu'il faut développer? J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le A9 III, le Z6 III et le R5 Mark II, ils font des petits compromis de qualité d'image, de dynamique, au profit d'autres caractéristiques qui visiblement doivent faire vendre plus de boîtiers. Et l'article finit par une remarque intéressante, encore une fois, en disant que la seule entreprise qui aujourd'hui fait son beurre sur la qualité d'image, c'est Fujifilm. En disant,
Nous, on fait une offre moyen format. Notre moyen format, c'est plus de résolution, c'est une meilleure montée en ISO, c'est une meilleure dynamique. Et finalement, ils essayent d'attirer à eux un public qui voudrait une meilleure qualité d'image par rapport au plein format, là où le plein format aujourd'hui ne cherche plus à avoir une meilleure qualité d'image. Et qui philosophiquement serait aussi peut-être un peu contre cette course à la technologie permanente et de revenir un petit peu plus à la base, à savoir augmenter la qualité de l'image. Dans la stratégie de Fuji, je pense qu'il y a aussi le fait de se dire, de se mettre un peu en contradiction avec ces trois marques qu'on voit là qui font la course à la technologie et aux autofocus parfaits, etc. Et Fuji vient se mettre en face de ça, peut-être pour attirer les gens qui n'adhèrent pas à cette course à l'autofocus, à l'IA, et qui vont plus revenir sur des essentiels de qualité d'image. Ceci étant dit, maintenant qu'on a dit tout ça, Sony débarque avec un Alpha One Mark II. Et encore une fois, j'aime bien le travail que fait Petapixel. Le titre de leur vidéo, c'est beaucoup de nouveaux à l'extérieur, mais très peu de nouveaux à l'intérieur. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ils ont gardé le même capteur, ils ont gardé le même processeur, ils ont ajouté la puce IA en plus. Mais c'est vrai que le boîtier profite du nouveau boîtier qu'a inauguré Sony, le nouvel écran. À l'extérieur, c'est vrai que l'ergonomie du boîtier change beaucoup. Et c'est important l'ergonomie. Mais c'est vrai qu'en termes de technologie, il n'y a pas de bon technologique entre les deux. Et là où c'est surprenant, c'est que, on vient de le dire à l'instant, un constructeur arrive avec un nouveau flagship et tu viens de le dire, Douglas, ça préfigure les prochains boîtiers des prochaines années. Sauf que là, non, ça peut pas être le cas. Parce que le A1 Mark II, il ne fait que récupérer ce que fait Sony depuis 4 ans. Sans aller plus loin. Et du coup, on se dit, bah oui, mais s'ils vont pas plus loin, comment ils vont faire pour les prochains boîtiers des 3 prochaines années ? Ils n'ont pas de nouvelles technologies sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer. Tu vois, un A7R6, il a déjà la puce IA, il a déjà les autofocus. On voit pas trop sur quoi ils vont pouvoir s'appuyer, quoi. Peut-être qu'ils vont nous surprendre. Mais c'est vrai, ça pose question. Hein. C'est sûr que habituellement c'était pensé comme ça. Là, je pense qu'on va avoir une année Sony riche en nouveautés. On y vient peut-être juste après. Mais je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont nous mettre dans les produits qui sont potentiellement remplaçables là dans l'année 2025. Ouais. Alors, Jared Pollins dans sa vidéo rappelle quand même que depuis que Sony fait des hybrides, ça a toujours été dans leur stratégie d'enchaîner 2 générations de boîtiers sans changer le capteur. Il avait fait entre l'A7R2 et l'A7R3, il avait fait entre l'A9 et l'A9 II, entre l'A7S2 et l'A7S3, l'A7R4 et l'A7R5. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en fait chez Sony, et probablement que quand ils ont fait leur stratégie, donc parce qu'un A1 Mark II qu'on voit aujourd'hui, il a été pensé il y a 4 ou 5 ans. Donc, c'était probablement dans leur stratégie de dire on va garder le même capteur, c'est un capteur qui va durer 10 ans. Mais c'est vrai que, et c'est la même chose en Formule 1, s'il y en a entre vous qui regardent la Formule 1, Max Verstappen, au début de la saison, avait une voiture exceptionnelle, et puis ils ont arrêté de faire évoluer leur voiture, et les autres maintenant sont arrivés à leur niveau. Et bien là, c'est un peu ce qui se passe avec Sony. On a l'impression que, évidemment, c'est du matériel. Ils avaient 4 ans d'avance il y a 4 ans. C'est du matériel exceptionnel. Ils restent au goût du jour. Je veux dire, il n'y a personne qui fait mieux. Il n'y a personne qui fait un meilleur capteur que ce capteur de 50 millions de pixels. Il n'y a personne qui va plus vite en termes de capteur. Il n'y a personne qui fait mieux. Il n'y a personne qui fait plus de 30 images par seconde avec cette résolution-là. Aujourd'hui, personne ne fait mieux. Mais Sony, finalement, en n'avançant pas, laisse les autres revenir. Aujourd'hui, on est en train de dire « Ah oui, mais Canon est en train de doubler Sony ». Avec l'autofocus qui vont encore plus loin chez Canon, avec des capteurs comme le R5 Mark II qui se rapprochent, je dis bien qui se rapprochent parce que le A1 II reste supérieur, mais en fait finalement on n'avance à pas plus, ils laissent les autres là, on imagine qu'un Nikon Z9 II va arriver en 2025, j'ai aucune idée sur quoi a travaillé Nikon, mais en n'allant pas plus loin, potentiellement, ils peuvent laisser Canon et Nikon les doubler. Et Canon, là, qui a une nouvelle génération d'autofocus avec le R5 II et le R1, on imagine bien que ces technologies-là, elles vont infuser dans un R7 Mark II, elles vont infuser dans un R6 Mark III, dans un R8 Mark II. Et on va avoir toute la gamme Canon qui est un peu plus évoluée en termes d'autofocus que chez Sony. Et c'est quand même un changement assez important, je trouve, sur le marché. Sony perd son avance. Donc, à voir.
Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de cette sortie de l'Alpha One Mark II. Est-ce que tu penses que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Il y a deux manières de répondre à cette question. Mon côté technophile et de toujours vouloir des nouveautés peut être un peu entre guillemets frustré de dire bon, on n'a pas de grosses nouveautés qui arrivent, on récupère simplement, comme tu le disais, ce qui a été fait sur les boîtiers précédents et on le met dedans. Et après, tu as la lecture et l'analyse. Ok, j'enlève cette potentielle frustration. Ce boîtier-là, par rapport aux autres sur le marché, comment il se positionne? Et effectivement, aujourd'hui, il est ultra complet. Et moi, je le vois dans les premiers retours de commandes. La 1 Mark II sort très bien. Des possesseurs d'un passent sur de la 1 Mark II. On a des gens qui étaient sur de l'A9 qui passent sur de la 1 Mark II également. C'est un peu le produit, c'est le flagship. On a tout ce que la technologie Sony peut nous proposer à l'intérieur. Après, effectivement, il y a le prix. C'est un produit qui est quand même cher. Et être à ce prix-là sans avoir vraiment amené d'innovation et d'avoir simplement récupéré ce qui se faisait sur d'autres produits de la gamme et l'avoir intégré dedans, c'est vrai que voilà, ça c'est le petit point négatif. Et d'ailleurs, quand tu regardes toutes les reviews américaines qui ont testé le produit là, tout le monde te dit c'est un boîtier exceptionnel, mais pour 7 500 €, c'est peut-être un peu cher. C'est la manière dont est faite la gamme Sony qui pose question. Parce que Sony décide d'avoir la super haute résolution à 61 millions de pixels avec le A7R4, R5, pardon. Mais c'est vrai que du coup, Sony se retrouve un peu démuni face à un Canon R5 Mark II ou un Nikon Z8 parce que ils n'ont pas d'autre solution qu'un boîtier qui coûte 3 000 € plus cher, quoi. Et on se pose un peu la question, si en sortant un A1 Mark II qui va pas plus loin, comment ils font pour répondre à un R5 Mark II et un Z8? On a l'impression qu'ils vont pas répondre dans les années à venir. Le côté Nikon, ils ont peut-être un peu plus la main parce que les capteurs qu'on a dans les produits Nikon sont des capteurs Sony. Canon, eux, a l'autonomie sur la fabrication des capteurs, ce qui est pas le cas de Nikon. Ouais, non, t'as juste après Nikon je pense, il n'y a pas que Sony qui fait des capteurs et souvent Nikon essaye de dire mais non, mais ce capteur-là, il vient pas de Sony, exactement d'ailleurs comme Leica, avec son Leica Q4 là, Q3. Dit non, c'est pas le 61 millions de pixels de Sony, on sait pas exactement d'où c'est vient un peu le flou, capteur. C'est un peu flou ça quand même. Ouais. Est-ce que tout vient de Sony ou est-ce qu'il y en a d'autres qui font des capteurs? C'est pas très clair. Mais c'est vrai que ça pose des questions. Ouais. Et d'ailleurs, Canon a été super malin parce qu'ils ont annoncé le R5 Mark II et le R1 en même temps. Et en fait, quand ils ont annoncé ça, ils voulaient pas vendre du R1. Ils voulaient juste profiter de l'image du R1 en vendant direct du R5 Mark II. Et là, on en revient c'est ici du R1. Et là, on reprend exactement l'article qu'on montrait juste avant. Et oui, en termes de marketing, parfait. c'est du génie. C'est l'exemple parfait. Eh oui, c'est du génie. Et c'est vrai que du coup, en 2025, on attend de Sony un A7 V. Et est-ce qu'ils vont aller sur du capteur semi-empilé à la manière d'un Nikon? Est-ce que c'est vrai que là, il y a énormément de questions qui se posent. Il y a un R6 Mark III. Mais c'est vrai que j'espère que Sony va nous surprendre dans les mois à venir parce que là, on se pose parfois certaines questions en se disant Là, il y a 3 produits. Il y a 3 produits qui sont qui sont les 3 produits les plus volumiques de la gamme Sony qui potentiellement doivent évoluer en 2025. C'est effectivement l'A7 IV, on attend un A7 V. C'est A7S3, FX3, est-ce qu'on aura une FX3 Mark II et effectivement le boîtier plein format haute résolution A7R6, on va l'appeler comme ça. C'est là, il y a une année effectivement, j'aime bien ton terme, l'année de tous les dangers, où là ouais c'est je veux pas dire de bêtises, mais c'est les 3 produits les plus stratégiques pour Sony qui doivent être renouvelés sur cette année-là. Et ouais, c'est une année hyper charnière, je pense. Ouais, donc en résumé, un super boîtier qui reste dans le coup, mais qui quand même rassure pas sur comment ils vont pouvoir profiter de ces nouvelles technologies puisqu'il n'y en a pas, pour infuser ça sur le reste de la gamme. Où on se dit, écoute, on attend d'être surpris par Sony. Après, quand même, Sony n'a jamais... c'est une des rares marques quand même qui a jamais hésité à mettre de l'innovation sur des boîtiers pas forcément les plus haut de gamme. Donc c'est là où j'ai le côté confiant pour finir sur ce débat-là. Quand on prend la puce à l'IA, elle n'a pas été mise en place sur le boîtier le plus haut de gamme quand elle est arrivée. Donc ils ont déjà fait quelque chose comme ça.
Et souvent, même, ils je font dis pas des de conneries, innovations dans des petits boîtiers. Ouais. Ouais, elle est arrivée sur, c'est quoi, sur la 7C2 ou sur le, je me souviens plus. Non, la puce IA, c'est sur la A7R5. 7R5. Ouais, A7R5, hein, le premier. Et puis après, ils n'ont pas hésité à le mettre sur la 7C2, sur le ZVE1, là où la FX3 et la 7S3 l'avaient pas, et là où la 7.4 ne l'avait pas, alors que la 7S2 l'avait, la 7C2, pardon, l'avait. Donc ils ont déjà fait ça. Ah ouais. Hâte de suivre ce qu'ils vont décider. On va boucler ce sujet Sony pour parler d'autre chose. Benro, c'est une grande marque de trépied très connue au niveau international, grosse réputation. Il y a 2 ans, en janvier 2023, ils annoncent un Kickstarter. Donc Kickstarter, c'est une campagne de lancement participatif. C'est devenu... Alors, à la base, c'est fait pour des petites entreprises qui sont pas très connues, pour proposer au grand public un projet innovant et dire au grand public, donnez-nous les moyens de créer ce grand projet-là. Il y a une partie de risque, puisque on s'adresse à des projets qui n'existent pas, qui sont pas prêts, qui doivent encore être développés. Et ce principe-là a été un peu galvaudé par les grandes marques, et notamment Peak Design, qui utilisent cette plateforme-là comme un moyen de communication pour faire la démonstration publique d'être soutenu par un très grand nombre de gens et de faire une espèce de levée de fonds publique qui permette de faire aussi du marketing. Peak Design ne sort jamais un sac sans passer par cette plateforme-là en vous disant que le sac, vous l'avez dans 1 mois et demi. Donc le sac, il est déjà terminé, il est déjà conçu. Mais c'est une manière de communiquer. Benro et plein d'autres marques lancent des nouveaux produits en passant par là-bas. En l'occurrence, Benro, qui pour le coup n'est pas une petite entreprise sortie de nulle part, qui a déjà fait des trépieds quand même, a dit en janvier 2023, nous on lance le premier trépied auto-nivelant au monde. Un trépied avec une batterie intégrée qui est capable de se mettre à niveau tout seul. Et ils annoncent au moment où ils font ce lancement participatif que en mars, ils vont commencer à livrer. Et ils disent au plus tard, vous l'aurez en juin. Donc moi, j'en commande 2. Je commande le grand modèle, le max qu'ils appellent, et le petit modèle. Je suis convaincu, je me dis, ça va fonctionner. En l'occurrence, encore une fois, comme c'est public, tout le monde le sait, ils récoltent 2,5 millions de dollars en avril 2024 et ils assurent que d'ici le mois de juin, donc 2 mois seulement après, ils assurent que tout le monde va être livré. Sauf qu'il y a 4 494 contributeurs qui leur font confiance, ils ne livrent personne. Et quand je dis personne, c'est qu'en fait, et moi je le vis de l'intérieur puisque je l'ai kickstarté les 2, on reçoit toutes les 3 semaines, et donc ils disent Benro a procédé à 27 mises à jour au total, donc toutes les 3 semaines, on reçoit, oui mais vous inquiétez pas, on a travaillé, on avance très très bien, on a livré ça, on a commencé à envoyer, on a fait des prototypes. Et toutes les 2-3 semaines, on reçoit un nouveau mail qui nous explique à quel point ils avancent, et à quel point tout se passe bien, et à quel point on va tous être servis. Et à quel point on ne va rien voir venir. Sauf que voilà, ça fait 2 ans en fait que ils envoient des mails en nous disant que tout se passe bien. Et ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on parle d'une grande entreprise avec pignon sur rue, une image de marque, qui promettait de livrer les trépieds 2 mois après. Donc 2 mois après, ça veut dire que le trépied, il est sur le ferry. Et en fait, le truc, il était même pas conçu en fait. Donc, un peu étonnant de voir une grande entreprise comme ça. Ça rappelle les risques auxquels on se soumet même avec des grosses boîtes sur ce genre de lancement, de plateforme participative. Plein de gens qui aujourd'hui demandent le remboursement, Benro ne leur répond pas. Et quand ils répondent, ils essayent de noyer le chat. Vous êtes sur la liste d'attente pour les remboursements. Mes collègues vont vous contacter pour traiter votre remboursement. En fait, les mecs, 1 an après, ils n'ont toujours pas le moindre remboursement. Et à date, franchement, on n'a pas de date. On n'a aucune date. Moi, j'ai aucune notification d'expédition. À chaque fois, il dit « Oui, mais vous devez recevoir le trépied le mois prochain. Vous allez perdre votre remise si vous désistez maintenant. » Ça, c'est pas terrible, ça. Il est menace de protection. Bon, bref. En tout cas, ça n'avance pas. Je pense que voilà, le seul truc qu'on peut dire, c'est que ça n'avance pas. Que les premiers qui l'ont reçu et qui ont pu faire une review du trépied disent que le trépied est une catastrophe. C'est clairement ce qu'ils disent. Que c'était trop beau pour être vrai, ce qu'ils ont annoncé. Et que le trépied qu'ils ont reçu a pas mal de problèmes, notamment avec des pieds qui ne tiennent pas en place. Donc, on met le matériel et le trépied,
il s'enfonce tout de suite. Et d'autres problèmes, comme ils ont promis un trépied d'1,25 kg, le trépied qu'ils ont livré jusqu'à maintenant, il fait 1,75 kg. Il fait 500 grammes de plus. Un trépied de presque 2 kg, c'est plus la même histoire. Moi, j'en veux pas du tout. Hein. Le produit que j'ai acheté, il faisait 1,25 kg. Et le trépied max, il a plus de date. C'est-à-dire que le grand trépied, plus aucun calendrier, plus aucune date. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'ils vont pouvoir les livrer. Donc, ils disent qu'ils ont produit 1000 trépieds jusqu'à maintenant, que 800 pièces ont été expédiées et qu'environ 200 pièces sont en stock. Visiblement, ils en ont vendu dans les 4500. 4000, autant dire qu'ils sont très très loin du compte. Il y a le grand trépied pour lequel il n'y a même plus de date. En fait, c'est une catastrophe. Ça sent pas bon l'histoire. Hein. En termes d'image, c'est une catastrophe en termes d'expérience client. Il n'y a rien qui va en fait dans la manière dont ça a été géré. Et je dois le dire quand même, c'est assez rare dans le sens où moi, des Kickstarter sur des grandes entreprises, généralement, c'est à des visées marketing justement pour faire de l'image de marque, pour étonner, pour montrer à quel point il y a de l'engouement et pour ensuite pouvoir vendre énormément de trépieds. Là, franchement, c'est une cata. C'est une cata de A à Z et je pense qu'il y a eu des gros problèmes de R&D et on verra, mais je pense qu'ils vont avoir du mal à s'en remettre d'une campagne comme ça parce que là, j'ai vu que Phototrend avait aussi repris cet article-là. Ça fait quand même une sacrée mauvaise pub. Hein. Bon, et ensuite, et vous pouvez pas l'avoir loupé, hein, on est en période de Black Friday qui dure de plus en plus longtemps, hein, puisque cette année, c'est du 18 au 2 décembre, donc quasiment 2 semaines. Ça fait beaucoup. Moi, je pense que... Ouais, et je le dis tous les ans, riche, je pense que le vrai Black Friday, ça reste le jour du Black Friday, le vendredi, le samedi et le dimanche. Le week-end suivant, peut-être le lundi avec le Cyber Monday. Mais j'ai l'impression que, et encore une fois, j'ai pas d'infos précises sur est-ce qu'il va y avoir des meilleures offres le jour du Black Friday, mais d'expérience, là maintenant, ça fait 3 ans que je le fais, je m'aperçois que c'est pas préparé à l'avance, en fait. Pour suivre les coulisses, je sais pas, non. En fait, il faut pas imaginer qu'on sait les offres qui vont être incroyables et compagnie. La manière dont ça se passe, c'est qu'il suffit qu'il y ait un seul revendeur qui décide, et parce que les prix sont libres en France, qui décide de dire, moi, j'ai envie de faire une offre sur tel prix, sur tel boîtier, tous les autres vendeurs vont s'aligner derrière. Et l'année dernière, par exemple, c'est ce qui s'était passé avec le Lumix S5 II. Je crois que c'était Amazon ou la Fnac. Amazon, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'était Amazon. C'est Amazon qui avait cassé le prix du S5 II et derrière, tout le monde s'aligne. Donc, il suffit qu'un seul revendeur fasse une offre particulière sur ces 3 jours-là et tout le monde baisse de prix. Donc, d'expérience, il y en a toujours un qui fait une folie. Donc, je ne sais pas si cette année, ça va être encore une fois le cas. Alors oui, il y en a toujours qui dégainent. Non, c'est pas sur tous les produits. Le jour J, après, c'est parfois des produits... c'est souvent des produits un peu fin de vie. C'est rare qu'il y ait un produit vraiment phare qui se retrouve beaucoup moins cher le jour du Black Friday que les autres jours. Donc là, c'est vrai que la période... Enfin, moi, ce qui je trouve dingue maintenant, c'est que la période, elle dure 2 semaines. Et c'est dingue pour les consommateurs parce que on sait pas, on est un peu dans cette phase-là de dire est-ce que j'achète maintenant, est-ce que j'achète pas maintenant, est-ce que j'attends pas. Pour nous, c'est un enfer. Je vous le dis franchement, c'est une période horrible à préparer. Et après, on sait pas. On est toujours un peu dans la réaction, dans l'expectative. Ce qui est sûr, c'est que tous les produits, bien évidemment, sont pas concernés par des offres spécifiques le jour du Black Friday. Que voilà, moi je dis toujours, quoi qu'il en soit, et c'est peut-être ce qui fait notre différence par rapport à des grands groupes, etc. C'est que voilà, nous on reste quand même dans le dialogue avec les gens et le client qui a acheté la veille et que le lendemain il y a une dinguerie en termes de prix, on va pas lui dire monsieur, tant pis pour toi, t'avais qu'à acheter le lendemain. On a toujours cette malléabilité, on va dire, de pouvoir satisfaire tout le monde. En termes d'offres, moi j'ai noté le Canon R6 Mark II quand même qui commence à descendre de prix. Il est sorti à 2009 ce produit. Et là, on le trouve à 2003. Donc, on est quand même 600 € de moins par rapport au moment où il est sorti. C'est pas un produit qui est vieux, vraiment pas. C'est un super produit. Ouais, c'est un super produit. Il y a personne qui fait mieux. En global, parce que évidemment, sur des specs détaillés en vidéo, un Z6 III va faire mieux. Mais c'est un produit qui, en équilibre photo et vidéo, est super moderne. 2300 formation € de Damien avec on met ta formation avec. Il y a ma formation qui est offerte avec le boîtier. Trop bien. Et vous êtes nombreux à me faire des retours là-dessus.
Trop bien. Et aussi, je le précise pour tous les deals qu'il va y avoir. Vraiment, nous, on met beaucoup en avant aussi le paiement plusieurs fois sans frais. Donc, sans frais jusqu'en 4 fois. Il y a des financements maintenant encore un peu plus longue durée. Mais voilà, ça aussi, c'est un levier intéressant à cette période-là où on sait que il y a beaucoup de dépenses qui se font en prévision des fêtes de Noël. Et voilà, ça permet sans frais, je le précise, d'étaler un peu plus les échéances, quoi. Et donc, le Nikon Z8 aussi. Moi, je trouve que, encore une fois, on vient de comparer le Nikon Z8 au Sony A1 Mark II, là, il n'y a pas longtemps. On est quand même sur un produit maintenant à 4100 €. Vous avez un capteur empilé haute résolution. Il n'y a pas d'appareil concurrent sur le marché à ce prix-là, en fait. Le plus proche, c'est le Canon R5 Mark II. Il va vous coûter 700 € de plus. Donc, c'est vrai que moi, c'est bon. Là, le but, c'était pas de faire une grosse vidéo Black Friday. Mais c'est vrai que R6 Mark II à ce prix-là et le Z8 à ce prix-là, c'est quand même des belles offres. Après, évidemment, il y a des kits avec le A7 IV qui restent au goût du jour avec du Sigma, avec du Tamron. Le Lumix Tamron, aussi il est pas mal, a des super tarifs. Le Lumix, il tombe à 1600 €. On est sur un plein format qui est super qualitatif, aussi bien en photo qu'en vidéo, la colorimétrie, bref, la stabilisation, tout ce qu'on connaît du Lumix. 1600 €, ouais, c'est du super prix. Je veux dire, c'est le prix où Fuji, aujourd'hui, vend ses boîtiers APS-C. Donc, c'est vraiment des super prix. Moi, comme d'habitude, je vous ferai une vidéo Black Friday, mais on en parlait tout à l'heure avec Douglas. Le problème, c'est que les offres dont j'ai envie de parler, c'est-à-dire les meilleures offres, j'arrive pas à savoir ce qui va se faire vendredi. Donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué. J'attends vraiment le dernier moment pour être sûr que vous n'allez pas regretter que ça soit les meilleures offres, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à organiser. Et enfin, en ce moment, on est dans une période, franchement, en termes le volume de mails que je reçois, de demandes en commentaire qui me disent « Damien, qu'est-ce que tu me conseilles ?» en mail, sur tous les réseaux, en message privé sur Instagram et compagnie, fait que j'essaye de vous répondre. Mais franchement, c'est chaud parce que il faut pas répondre n'importe quoi. Il faut prendre le temps de bien analyser le contexte de chacun. Et à chaque fois, pour moi, c'est un quart d'heure. Et comme vous êtes nombreux, il faudrait que je passe mes journées à ça et c'est compliqué. Donc, on va faire un live de nouveau avec IPLN qui, eux, maîtrisent bien les offres. On se retrouve mercredi à midi en direct, donc pour 1h30, 2h, dans lesquelles on va pouvoir discuter, on va pouvoir lire vos messages, vous donner, nous, notre avis, vous aider à trancher si vous n'y arrivez pas, parce que je vois bien que c'est pas facile. Choisir, c'est renoncer en photo, et c'est pas toujours facile de trancher entre deux kits, par exemple, en prenant en compte parfois des contraintes particulières. On va essayer de le faire, du coup, en live mercredi à midi. Allez, voilà pour le Black Friday. On enchaîne sur le répondeur et on va écouter le message de Naïm. Bonjour Damien, bonjour Douglas, merci pour le podcast. Ça fait un moment que je vous suis et de tous les podcasts photo et vidéo, c'est toujours le vôtre qui m'apporte le plus de sérénité, on va dire, car on se prend pas la tête. Je fais peut-être 1 heure de route par jour pour aller au travail et je vois clairement pas le temps passer. On est un peu comme à la maison lorsqu'on vous écoute. Et franchement, continuez comme ça, c'est top. Ma question est la suivante. Je suis photographe professionnel, semi-professionnel, on va dire, et j'ai toujours shooté avec un Fujifilm X-T4, un 18-50 de chez Sigma et un 50-140 f2.8 de chez Fuji, et j'aimerais passer chez Canon. Le problème, c'est que les prix, c'est pas du tout ce à quoi j'ai l'habitude en étant chez Fuji. Donc on est peut-être à 6 000, 7 000 € si je veux prendre l'équivalent chez Canon. Et je me demandais si au final, moi qui voulais prendre un R5 Mark II, est-ce que le R6 Mark II, il serait peut-être pas plus abordable, mais surtout, est-ce que la différence entre les deux, elle se sentirait sur le terrain, sachant que je ne suis pas du tout vidéaste. Merci Naïm pour tes encouragements et pour tes félicitations. Évidemment, on l'a dit juste avant en fait, le R6 Mark II, c'est un des meilleurs hybrides en définition standard, c'est-à-dire à des prix raisonnables sur le marché, et c'est pour moi probablement dans les meilleurs rapports qualité-prix en fait sur du plein format, avec une monture qui a beaucoup d'avenir, je pense la monture Canon, puisque un jour ou l'autre ça va s'ouvrir. Donc il y a déjà beaucoup de choix d'objectifs, mais je pense que ça va être encore meilleur probablement dans les années à venir. Le R5 Mark II l'a pas rendu désuet en fait, ce R6 Mark II, parce qu'exactement comme le R6 première génération, c'est un produit qui avait une avance en fait sur son temps. Donc c'est des produits qui vieillissent extrêmement bien. Donc évidemment sur le terrain, je vais pas vous raconter que de la définition standard, c'est aussi bien que de la haute résolution. Si quelqu'un qui a le budget pour un R5 Mark II, il va avoir un autofocus un peu meilleur et il va avoir plus de résolution. Ça, c'est un fait. Mais franchement,
Pour quelqu'un qui a un budget un peu serré, qui veut garder du budget pour les objectifs, le R6 Mark II, c'est un excellent choix probablement sur une monture qui, je le dis, moi j'y crois beaucoup à la monture Canon. Ouais, et puis il y a un petit aparté aussi par rapport à l'année dernière. Acheter un R6 Mark II l'année dernière, seule option pour avoir un transstandard à 2.8, c'était le 24-70 2.8, donc 2500 € l'optique. Il y a quand même un nouvel arrivant cette année, c'est le 28-70 2.8, qui est quand même beaucoup plus abordable à 1200 ou 1300 €, qui fait qu'en fait, pour un boîtier, une optique à 3005, un R6 II avec un 28-70 2.8, franchement, ça marche super bien. En commentaire, il y a quelqu'un qui me dit, alors, sur la vidéo du A1 Mark II, super boîtier, les utilisateurs Sony ont de nombreuses optiques, il me fait de l'œil, mais le prix est totalement déconnecté du marché. Équivalent au R5 Mark II ou au Z8 et 3000 € plus cher, je suis bloqué par ce prix scandaleux. Et finalement, il m'en coûterait peut-être moins de switcher chez Canon ou chez Nikon que de rester chez Sony malgré mon parc optique ou de renoncer à un capteur empilé. C'est quelque chose qui est revenu, ça. C'est vrai que cette différence de prix, et là on vient de le voir avec un Z8 qui tourne aux alentours de 4000 €, c'est vrai que pour 3000 €, on peut même se payer finalement le prix d'un switch, quoi, selon les optiques qu'on a. C'est une des questions, alors moi j'ai pas de réponse à ça, mais c'est une des questions en tout cas à laquelle que va devoir affronter Sony, parce que à un moment donné, les gens ils vont compter. Donc bon, changer, pour moi, pour changer, il faut avoir une raison de changer. Est-ce qu'on va trouver sur un R5 Mark II quelque chose, par exemple, qu'on n'a pas sur un A1 Mark II? Est-ce qu'on n'est pas content de la marque? Est-ce qu'on veut chercher mieux? Je sais pas. Pourquoi changer, hein? Il faut toujours se poser la question de qu'est-ce que je vais gagner à changer. Mais c'est vrai que 3000 €, il y a des gens qui peuvent faire ce raisonnement-là. Et donc un autre commentaire, et cette fois-ci c'est sous la vidéo où j'avais comparé justement le Nikon Z6 III, le R6 II et le A7 IV. Je viens de lire une bonne partie des commentaires et ce qui m'étonne, c'est la rivalité qui se fait entre les marques, alors même que ils font tous des excellentes photos, ils sont tous très bons. Et cette volonté d'avoir toujours ce qui se fait le mieux, même si finalement c'est utile qu'à 10%, et encore je suis généreux, je serais curieux de voir si la qualité des photos de ces aficionados du top sont à la hauteur des exploits techniques de ces appareils. Je l'ai pris ce commentaire-là parce que franchement, vous lisez probablement pas tous les commentaires comme je peux le faire sous mes vidéos, mais c'est dingue la guerre qui se livre entre les gens qui sont pro Nikon, qui sont pro Sony, qui sont pro Canon ou pro Fuji. Enfin, je veux dire, il suffit de faire la moindre critique sur un boîtier. Il y a quelqu'un, peut-être qui se reconnaîtra, qui, à la fin de cette vidéo-là, c'est une vidéo sur laquelle, clairement, le A7 IV, on voit qu'il est un peu en retard, puisque c'est le boîtier qui est le plus ancien et qui va être renouvelé le prochain. Je prends quand même 30 secondes à la fin de la vidéo pour dire, quand même, c'est un super boîtier, vous avez une super monture, c'est un boîtier qui reste dans l'air du temps. Franchement, il ne faut pas croire que ce boîtier-là, aujourd'hui, il est périmé. C'est pas du tout le cas. Ah non, c'est même d'ailleurs le produit, je parle à notre niveau, le plus vendu sur le marché en 2024. C'est un produit qui a encore une très grosse cote. Je prends 30 secondes pour équilibrer le truc. Et j'ai des gens qui me disent, Damien, tu as du sang Sony perfusé dans les veines. Tu te sens obligé à la fin de la vidéo de passer le plus de temps en conclusion sur le A7 IV, alors que tu passes beaucoup moins de temps à parler en conclusion du R6 II et du Z6 III. On voit encore une fois à quel point tu es pro Sony. Mais pas du tout. Je prends juste le temps d'équilibrer toute la vidéo d'avant. Mais ça, je vois bien à quel point ceux qui sont pro Canon, il y a quelqu'un qui m'a dit, pro Canon, tu fais du Canon bashing dans cette vidéo. Parce que dans la vidéo du A1 Mark II, je montre que il fait quand même mieux que le Canon. Que certes, ça coûte 3000 € de plus, mais il a un buffer plus important, il a moins il fait pas de petits compromis sur la qualité. Bon. Et il me dit, cette vidéo, c'est du Canon bashing. Et clairement, dans les commentaires, c'est fou à quel point on a vraiment des guerres de tranchées entre marques et chacun est en train de défendre ses positions en tirant sur les autres. Et dès qu'on essaye d'avoir une position un peu équilibrée, on se fait tirer dessus, quoi. Bref, c'était le message de cette fin de podcast. Un mot quand même pour dire que vous aussi, vous organisez un live le jour du Black Friday. Ouais, effectivement. Donc vendredi 29, 18h30, rendez-vous et vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour avoir la notif quelques minutes avant le début du live. ipln.fr/live. L'idée, c'est un peu ce qu'on va faire aussi mercredi ensemble, c'est de faire un point, en fait, de faire une synthèse
de toutes les offres, parce qu'il va y en avoir énormément sur toute cette période-là. 2, d'essayer d'aider les clients à choisir une sorte de petit guide d'achat. On va comparer plein de produits, on va donner nos avis sans langue de bois comme d'habitude. Et c'est aussi un défi technologique parce que c'est un live, ça va être un live pas comme on a l'habitude d'en faire, c'est un live shopping, donc qui va être hébergé sur le site directement avec une expérience d'achat en temps réel. Donc on va pouvoir parler de produits, vous allez pouvoir ajouter les produits au panier en même temps. C'est pas comme un live comme on le fait sur les réseaux sociaux. Et donc il y aura en plus des offres exclusives au live sur certains produits, des petites ventes flash sur des produits accessoires avec des mécaniques assez intéressantes. Et en plus, ça c'est intéressant, pendant le live, voilà, on va offrir 100 € en bons d'achat toutes les 3 minutes. Donc le live va durer à peu près 1h30. Il y aura à peu près 30 bons d'achat de 100 € à aller choper entre guillemets. Et le premier qui l'utilise, le premier qui le rentre dans son panier, c'est celui qui va pouvoir l'utiliser. Donc il y a ce côté un peu jeu qui va être intéressant. Mais dans l'idée, c'est vraiment voilà, vous aider à dégrossir un petit peu. On va être moi et mes frères. Il y a une grosse équipe en régie. Voilà, c'est un gros live qu'on a préparé. Et l'idée, c'est de vous aider, vous donner les meilleures offres et pas simplement que du prix. C'est-à-dire que on sait pendant le Black Friday, on voit arriver plein d'offres. Parfois, on peut peut-être se laisser tenter par un prix, mais est-ce que c'est le produit qui vous correspond? Nous, l'idée, c'est vraiment de vous donner les meilleurs conseils possibles en prenant aussi bien la qualité du produit que le prix. Et dans cette période avec énormément d'offres, je sais que c'est pas toujours facile et c'est ce qu'on va essayer de faire en tout cas. Puis on passera un bon moment, en tout cas on espère, toujours dans la bonne humeur et sans langue de bois. Voilà ce qu'on va essayer de faire. Ouais, moi je sais pas ce que ça va donner, hein. J'ai rien vu, mais ce live j'entends parler de 10 caméras différentes, des solutions de partout, des opérateurs, des machins, donc j'ai très hâte. Ouais, il y aura 15 personnes derrière ça en régie, ça va être très très gros. Ouais, parce que c'est incroyable. Vraiment incroyable. Bref, Blonde. Ça conclut ce podcast. Bon Black Friday à tous. On se retrouve dans 15 jours. Merci. On se retrouve en live mercredi, jeudi ou vendredi pour la vidéo Black Friday en fonction des offres. Vendredi soir en live IPLN avec ipln.fr/live. Yes. Yeah. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro du podcast. Salut tout le monde. Salut à tous.